Quand tu touches aux gens, tu vois, qui sont vraiment tous tout en haut, tu te rends compte de la réalité de qui ils sont. Quand je suis arrivé chez Virgin, j'étais entouré de gens qui avaient une culture musicale abyssale. J'espère ne pas avoir donné un seul conseil pendant toute notre conversation, je crois pas l'avoir fait. Moi, j'ai traversé des moments dans ma vie où il ne se passait plus rien. Zéro. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séverin Naudet, un entrepreneur et expert du numérique dont le parcours est marqué par l'innovation et l'anticipation des grandes transformations technologiques. De la musique aux médias en passant par les politiques publiques et le monde du coworking, Séverin a toujours été à la croisée des mondes, bousculant les modèles établis et créant de nouvelles dynamiques. Il a contribué au succès de Dailymotion, piloté la stratégie numérique du gouvernement en tant que conseiller numérique du Premier ministre François Fillon, et en 2011, il a créé la plateforme d'open data française data.gouv.fr et pris la tête d'Etalab, posant ainsi les bases d'une administration plus transparente et ouverte. Il a ensuite cofondé Socialize, introduit WeWork en Europe, et aujourd'hui il est à la tête d'Elemint, une entreprise spécialisée dans le Web3 et l'engagement des fans dans le sport. Son parcours est une véritable leçon sur la manière d'embrasser le changement et de réinventer les usages. Nous allons parler d'innovation, d'entrepreneuriat, de leadership et bien sûr de sa vision du futur du numérique. Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Séverin. Salut Arnaud. Tu peux nous parler un peu du début, un peu ton entrée dans l'entrepreneuriat et justement en quoi la musique a été forte dans le début de ta carrière. Ce qui est très important dans ce début, c'est que moi, j'ai pas fait d'études. J'ai eu une enfance un peu particulière où il y avait personne pour s'occuper de moi. Donc moi, j'ai passé mon enfance en pension. Mmh. Donc j'allais dire la mission c'était de m'amener jusqu'au bac, j'imagine. Mais il n'y avait personne pour me dire qu'on pouvait faire des études et il n'y avait personne dans mon entourage qui savait qu'on pouvait faire des études. Donc en fait, quand je suis sorti du bac, je ne savais pas qu'on pouvait faire des études. Donc je ne savais pas quoi faire. J'avais pas eu le droit, quand j'étais dans des pensions assez traditionnelles, assez strictes. Et tu n'avais pas la télé, tu n'avais aucun média, tu avais accès à quasiment rien. Ouais, peu d'ouverture sur le monde. Très peu d'ouverture sur le monde, à part une éducation très classique, beaucoup de sport. Et moi, j'avais planqué 2 cassettes et un Walkman, parce que on avait des endroits où on cachait des trucs en pension. Tu sais, tu caches de la bouffe, tu caches des trucs importants que tu n'as pas le droit d'avoir. Et moi, j'avais planqué une cassette de Shadé, le premier album de Shadé, et Thriller de Michael Jackson, qui sont probablement, tu vois, deux des plus grands opus de musique actuelle qui ont ouvert la voie à beaucoup de choses derrière. J'écoutais ça en boucle la nuit. Et quand je suis sorti, la musique, c'était un truc que j'ai rattrapé très vite avec beaucoup d'impatience voilà. Et je savais pas quoi faire de ma vie et quelqu'un m'a dit va travailler dans la musique. Et je savais même pas que c'était une entreprise. Tu vois je savais même pas ce que c'était que l'entreprise d'ailleurs. Voilà. Et donc je suis allé faire un stage un peu à l'arrache chez Labels à l'époque. Avec la directrice artistique qui venait de signer les Daft Punk. Une fille extraordinaire, Maya Masboeuf, d'origine libanaise, et qui avait un portefeuille d'artiste, un portefeuille d'artiste absolument incroyable. Je me suis retrouvé là. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et de fil en aiguille, ça m'a amené au reste. Et en fait, c'était alors on appelle ça l'industrie de la musique, ça n'a jamais été une industrie, ça a toujours été un artisanat. C'était des toutes petites boîtes qui à l'époque faisaient beaucoup d'argent, mais c'était des toutes petites structures et des environnements assez petits, et où tu n'avais pas besoin d'avoir fait des grandes études. Si tu étais un peu malin et si tu étais bosseur et si tu avais une intelligence relationnelle avec les artistes,
où tu pouvais te glisser et faire quelque chose, et c'est ce que j'ai fait. Même si les maisons de disques étaient quand même dirigées, ceux qui avaient le pouvoir, c'est quand même ceux qui avaient fait HEC ou l'ESSEC, comme partout ailleurs, mais le reste, on laissait les gens un peu malins se frayer un chemin. Ouais. Et la transition, donc ça c'était un stage, j'étais pas payé, enfin voilà. À un moment je me suis dit bon, faut quand même que j'ai un vrai travail. Et un jour, Maya était pas là et il fallait accompagner Asian Dub Foundation à un concert à Bercy, qui était un concert caritatif pour Amnesty International. Et j'y vais avec le patron du label, Alain Artaud, avec qui j'avais parlé 2 fois. Enfin, tu vois, j'étais le petit stagiaire. C'était déjà un grand monsieur de la musique. Et je me retrouve à Bercy, debout à côté de lui, un peu par hasard, à écouter Radiohead. Donc il y avait une tête d'affiche absolument démente à ce concert. Moi, j'étais fan de Led Zepp. Et ce monsieur se met à me parler et me dit alors toi t'aimes quoi, t'écoutes quoi, voilà. Donc je lui explique que là c'était dingue parce qu'il y avait Radiohead, il y avait Led Zepp sans le batteur, mais il y avait quand même, tu vois, voilà. Et il me dit bah retourne-toi, va faire signer ton programme. Et à moins d'1 mètre de moi, il y avait les 2 gars de Led Zepp en train de regarder Radiohead. Il m'a poussé sur eux et je l'ai fait signer mon programme. Un chanteur et guitariste. Ouais. Et ensuite, il m'a pris par le bras, il m'a emmené dans les backstage et il m'a présenté tout le monde comme si ça avait d'ailleurs un quelconque intérêt. Peter Gabriel, Madonna, voilà, que lui connaissait personnellement. Incroyable. Et à la fin, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit j'aimerais bien avoir et ça, j'avoue que moi, j'ai toujours été un peu comme ça, comme j'avais été. Moi, la vie, c'était la jungle, hein, j'étais tout seul, donc il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc je lui dis écoute, c'est hyper. À la fois, j'avais des étoiles plein les yeux et à la fois, je m'en foutais. C'est-à-dire que à la fin, d'avoir serré la main à Peter Gabriel, ça m'avait pas permis de payer mon loyer, tu vois, ou de bouffer. Donc je lui dis c'est très sympa Alain, mais moi ce que je veux c'est un vrai job et gagner de l'argent. Donc si tu veux m'aider, trouve-moi un job pour gagner de l'argent. Et il m'a trouvé mon premier job. Et c'est comme ça que ça a démarré. Généralement, ce que je demande à chaque invité, c'est s'il y a eu une rencontre dans leur parcours qui a été déterminante. Toi, ça part de là, vraiment Ça a été une rencontre très importante, mais toute ma vie, ça a été que ça, des rencontres. Parce qu'en fait, quand tu n'appartiens pas à... Et pardon de le dire comme ça, mais c'est la réalité à l'establishment, quand tu n'as pas fait de grande école, que tu n'es pas à l'alumni de quelque chose, que tu n'appartiens pas à un groupe. Ouais, surtout en France. Je ne qualifierais pas. En France, t'es rien, en fait. Et tu as accès à rien. Et il y a une barrière à l'entrée partout. Et il y a même je reprends une expression qui existe dans un certain environnement, il y a un cordon sanitaire pour t'empêcher pour empêcher des virus de franchir le. Et donc moi, ma vie, ça a été des rencontres qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont permis de. Alors, parfois, je les ai forcées aussi. Je suis passé par la fenêtre ou par le sas de la salle de bain. Mais ça a toujours été ça. Donc la première, ça a été avec Maya et Alain, et puis après, ça a continué. À ce moment-là, tu n'as pas d'idée ou de volonté d'entreprendre et de créer des choses, d'innover? Tu as l'air de dire c'est plus, entre guillemets, survie alimentaire, le point de départ. Enfin, c'est un job. Quoi. Clairement, c'est ça. Maintenant, ce que je viens de te raconter là, je l'intègre très très vite. C'est-à-dire que je me rends compte dès mon premier, le deuxième vrai job, que le métier que je suis en train de commencer à faire et qui est absolument génial, je m'éclate à l'époque. Mon premier vrai métier, c'est d'accompagner des artistes dans la promotion de leur nouvel album et surtout sur la partie image et presse écrite. D'aller chercher des grands photographes, de faire des photos de presse, une pochette d'album, etc. Et puis de les accompagner dans la presse et tout ça.
Et je travaille avec des artistes absolument dingues parce que je suis dans le plus beau label de l'époque qui est Virgin. Mais je me rends compte très très vite que je peux faire ça jusqu'à 75 ans si ça se passe bien, que mes résultats sont bons, que je m'entends bien avec les artistes. Et je vois des gens que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui sont là depuis toujours et qui n'ont pas bougé et qu'on n'a pas fait évoluer et qui n'évolueront jamais. Et moi, je suis ambitieux. J'ai une idée de moi-même supérieure à ce que je suis à ce moment-là. C'est très arrogant. Et donc, je veux plus. Et donc, il y a un moment où je décide de partir. Déjà, j'ai une conversation assez... Mon arrivée, je ne vais pas te raconter toutes les anecdotes, on passerait ici la matinée, mais mon arrivée dans mon premier job après Labels chez Virgin est déjà assez particulière parce qu'on me propose de venir, je refuse. Et je refuse plusieurs fois jusqu'à ce que je me fasse recruter par le grand CEO de l'Europe parce que j'avais déjà envie d'être indépendant. Et puis, du coup, je repars en me disant, si je veux arriver à quelque chose où je suis heureux, il faut que je sois, je dirais pas entrepreneur parce que ce mot n'existe même pas pour moi à l'époque, mais je crée ma propre boîte et je me mets à produire un groupe américain que j'ai rencontré, qui s'est fâché avec son label, qui s'appelle Nada Surf. Et je produis un album que les maisons de disques ne veulent pas produire et je le signe chez Virgin. Et là, je fais un truc de malade, c'est que je me retrouve, je ne saurais même pas te dire quel âge j'ai, enfin dans le début de la vingtaine, avec un groupe de pop rock international new-yorkais où je suis manager, producteur, et on fait, tu sais, une tournée européenne avec des bus, avec tu vois, tout le backline, tous les mecs avec les cheveux longs, la barbe, le truc, et c'est mon truc. C'est ton métier, quoi. Et je me retrouve, je me souviendrai toute ma vie, un concert à Londres. Donc tout d'un coup, tu vois, je suis à Londres et je produis un groupe américain. Enfin, c'est un truc et je dors dans un tourbus. Enfin, tu vois, c'est un truc de série Netflix. Ouais, et je m'assieds sur scène, sur une des enceintes. Je pense que tu le vois parce que ça me... Et je me mets à pleurer. Parce que je réalise que c'est mon métier, que c'est ma vie. Je me dis, c'est complètement fou. C'est dingue. J'ai une chance absolument incroyable. Voilà, ça, c'était un... donc, si je très vite, pas parce que j'ai aucune notion de ce qu'est l'entrepreneuriat et tel qu'on en parle aujourd'hui. On en a fait un concept, on l'a théorisé. Enfin, tout ça n'existe pas et n'existe pas dans ma tête. C'est juste que je suis libre et que je fais un truc qui m'éclate. Quelles sont entre guillemets, les qualités enfin, de ce premier succès en fait? C'est d'avoir faim, c'est la passion, les convictions et l'ambition. Quand je suis arrivé chez Virgin, j'avais une culture, j'étais entouré de gens qui avaient une culture musicale abyssale. Et j'étais au milieu tu vois, de surexperts de la musique, tous passionnés. C'était un métier de passionné. Et moi, j'étais passionné, mais j'avais pas cette culture-là, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en avais pas le droit quand j'avais 2 cassettes. Donc, j'apprenais en vitesse accélérée. Donc, j'ai pris tout le catalogue de Virgin, puis après les autres. Je faisais des listes d'artistes les plus importants d'un point de vue, tu vois, de connaissances pures, académiques. Et puis, je suis allé voir un de mes mentors à l'époque chez Virgin. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse? Voilà la liste. Et il me regarde et il me dit, mais c'est pas comme ça qu'on... étudier, quoi. Ouais, c'est ça, on étudie. Tu sais, il dit, mais j'ai jamais vu ça. Je dis, bah, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, je me suis mis de façon, tu vois, perso, je me suis fait mon propre cours de rattrapage. Et en fait, ça, j'ai toujours fait comme ça depuis, sur tous les sujets, en fait. T'as pas fait d'études, t'as pas appris, on t'a rien appris parce que j'avais personne qui m'a transmis quoi que ce soit dans mon entourage, dans ma famille, voilà. Donc, faut que tu apprennes par toi-même, tu rattrapes. Donc, c'est une espèce
de méthode académique perso, tu vois, voilà. Parce que tu es dans un endroit où tu es passionné par ce que tu fais, parce que tu es ambitieux, parce que tu n'écoutes pas ce que tous les signaux t'envoient autour dans l'écosystème qui te disent de rester à ta place, et que tu t'écoutes toi et t'écoutes ton ambition, qui est en fait qui est une ambition saine, c'est-à-dire qui est de répondre à ce que tu penses être à la hauteur de toi-même, quoi. Tu l'avais qualifié, cette ambition? Non, je crois pas, parce que j'avais pas l'impression de travailler. Je m'éclatais. Et en fait, je vais te dire, mes deux seules boussoles, c'était la liberté, et pour plein de raisons. Et la liberté, ça passe par la liberté économique, donc ça passe par le fait de pouvoir bouffer. Hein, tu vois, voilà. C'était d'être libre. Par exemple, on avait une discussion surréaliste avec le DG de Virgin tout le temps. Je me faisais engueuler parce que je ne travaillais qu'avec les artistes avec qui j'avais envie de travailler. Je ne travaillais pas avec les autres. Et comme j'avais de très bons résultats, il se plaignait. Il disait, mais pourquoi Nodé ne travaille pas avec nous, c'est pas normal, pourquoi il ne s'occupe pas de mon album? Et moi, je ne travaillais que parce que j'étais convaincu. Et quand je... Mais dans le sens qualité de oui, la musique, en quand fait. j'adhérais pas, non mais quand j'adhérais pas, tu vois, voilà, je faisais pas. Donc ça, donc ça, tu peux le faire que quand tu es chez toi, en fait. Donc, tu nous as dit, tu as créé ta boîte, tu t'occupes de Nadaser, tu as le succès. Jusqu'où ça va, là, cette première... Alors, enfin, je sais pas si j'ai pas de chance, ou en tout cas, les circonstances sont particulières. C'est que je me mets à produire mon propre groupe et à vouloir devenir producteur au moment où Napster arrive et où l'industrie de la musique s'effondre. Littéralement, et dont elle ne s'est jamais relevée, parce qu'on n'est jamais revenu au niveau d'activité, d'affaires, de business et de chiffre d'affaires qui existait à l'époque, parce que le modèle a complètement changé. Et donc moi, je démarre ma première aventure personnelle, d'entreprise, dans un effondrement complet du business sur lequel je suis. Donc ça, c'est compliqué. Et le hasard de la vie fait qu'en arrivant au bout d'un cycle d'albums, de tournées et d'autres projets artistiques que j'avais démarrés, on me propose quelque chose qui est à des années-lumière, qui est de me retrouver dans un cabinet de ministre pour des raisons très, très spécifiques. Et je me dis, en fait, c'est la manière d'aller faire les études que j'ai jamais faites, de cranter ce que je pourrais jamais cranter, de me mettre à un niveau auquel je pourrais jamais me mettre. Donc j'y vais. La première étape publique, c'est à la culture. Ouais, exactement. En fait, il y a un nouveau ministre de droite qui, je le précise parce que c'est important dans le raisonnement, et qui arrive au moment où il faut réécrire le droit d'auteur, avec l'arrivée des acteurs dans l'Internet. Ça n'est pas arrivé depuis 15 ans. Le truc part en vrille complet parce que les enjeux économiques sont gigantesques. Ouais, colossaux. Alors, personne ne se souvient. Et puis, donc, du coup, là, je suis très âgé, mais c'est l'époque où on a des campagnes de publicité dans Paris avec des gens avec des menottes parce qu'ils ont été téléchargés de la musique gratos. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est chaud. Et en fait, il veut quelqu'un qui va venir faire le lien entre lui, les industries culturelles, musique, cinéma, etc., et les artistes eux-mêmes. Ce qui est compliqué quand tu es un ministre de droite, parce que les artistes, même quand ils sont de droite, ils ne le disent pas. Ils font comme s'ils ne l'étaient pas, et ils ne parlent pas aux hommes politiques de droite, ils parlent qu'aux hommes politiques de gauche. Et donc, et moi j'ai ce profil-là, et le hasard des rencontres, des relations fait qu'on me propose de venir faire ça. Et pour moi c'est dingue, parce que je me fous d'ailleurs de savoir si c'est un ministre de droite ou un ministre de gauche, mais j'y vais parce que le sujet est absolument passionnant. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte, je me retrouve au milieu d'un truc où on va réécrire le droit. Il faut que t'es dans un cabinet ministériel. Ouais, quoi. Il faut que je Oui, puis avec à l'époque ce que ça veut dire, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui en termes de réelle prise de décision. Et en gros, je suis sur le sujet du financement des industries culturelles. Donc, j'ai créé un truc dont je suis très fier, qui existe toujours,
qui est... alors, il faut le prendre dans le contexte, mais le crédit d'impôt pour les indépendants du disque, ce qui leur a permis de survivre et d'exister encore aujourd'hui. Tous les Bicos, tôt ou tard, Vagram n'existeraient plus si je n'avais pas créé ce truc-là, et je me suis vraiment battu pour que ça existe. Ça a été très compliqué. Et puis, de réécrire le droit d'auteur. Tu te rends compte du truc ? Et c'est une rencontre en particulier ? Ça a été une rencontre, oui. Je vais l'illustrer par un truc très spécifique. C'est évidemment le ministre qui a décidé de me prendre. Hein. Je l'ai vu en tête-à-tête. Mon entretien d'embauche, tu vois le truc, je crois que j'ai 25 ou 26 ans. Et tu as un deuxième entrepreneur d'embauche dans ta vie, c'est avec un ministre de la Culture. Ce qui est quand même un truc assez chaud, tu vois, comme voilà, tu te retrouves dans son bureau. Et l'entretien juste avant, c'était avec son directeur de cabinet, qui n'est pas n'importe qui est Henri Paul, qui est sorti de la promotion Voltaire. La promotion Voltaire, c'est Ségolène Royal, Villepin, Hollande, voilà, Sapin, voilà. Et Henri Paul, qui a été directeur de cabinet de Simone Veil, et qui me reçoit dans le bureau d'André Malraux. Et il va faire un truc dingue tous les soirs. Parce que à un moment, je pense que je fais une première note pour le ministre. Et il me convoque et il me dit, bon, ok, vous savez pas écrire. Donc on ne peut pas écrire un truc pareil à un ministre, c'est pas possible. Donc il m'apprend à écrire en cours du soir. Le mec est surénarque, c'est vraiment Et il me prend dans le bureau de Malraux tous les soirs pendant 2 ans. Et il m'apprend à écrire. Quand je dis tous les soirs, c'est à 23h, hein, parce que c'est... Oui, quand commence la journée, ouais. Enfin, quand les rendez-vous sont finis. Exactement. Pourquoi il fait ça, d'après toi ? Je sais pas, je t'ai dit, c'est une rencontre, on s'entendait bien, il y avait un truc. Ouais. Et je pense que ça fait... je représente quelque chose qui est assez inhabituel dans le paysage autour, en termes de caractère, de parcours, etc. Donc, exactement l'inverse, l'opposé de tous les gens qui sont là, à peu près. Dans les cabinets, ouais. Qui sont tous énarques, polytechniciens. Voilà. Et je pense qu'il aime ça parce qu'il a lui-même un caractère assez atypique. T'as jamais été complexé, justement, dans ce milieu ? J'ai été complexé. Je ne sais pas si c'est complexé. J'ai eu un syndrome de l'imposture un peu. Quasiment jusqu'à il y a quelques années. Tout le temps. Toujours. Hyper violent. Alors, si tu le dis depuis quelques années, qu'est-ce qui t'en a libéré, en fait ? Je pense que c'est le cumul de l'expérience, de la vie, tu vois, de ce que j'ai traversé, pour finir par accepter mes propres défauts, mes propres qualités, mais que j'avais effectivement fait des choses intéressantes. Et puis, il y a un point quand même, c'est que j'ai fait, on va l'appeler le showbiz, enfin les industries culturelles, où j'ai travaillé avec des gens qui sont des stars énormes, mondiales, américaines, françaises, énormes, même américaines. Ensuite, j'ai bossé... Tu peux nous en citer quelques-unes, là, t'as dit... Oui, j'ai bossé avec Lenny Kravitz, avec Ben Harper, j'ai croisé dans ma vie David Bowie, Mick Jagger, Janet Jackson. Ça va. J'ai bossé en France avec Alain Souchon, Étienne Dao, Axel Red, Françoise Hardy, enfin tu vois. Voilà. Ensuite, j'ai été à Matignon pendant 5 ans. J'ai croisé aussi tu vois, et vous travaillez, ou enfin bref, que tu dises juste un simple bonjour, ou que tu serres une main, ou que tu travailles vraiment. Et puis après, la même chose dans le domaine des affaires, où j'ai quand même aussi croisé des gens et travaillé avec des gens, voilà. Et en fait, du coup, quand tu touches aux gens, tu vois, qui sont vraiment tous tout en haut, tu te rends compte de la réalité de qui ils sont. Et de à quel point ils sont brillants parfois, à quel point ils sont médiocres parfois, et la réalité de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. À quel point ils sont humains. Et à quel point ils sont humains. Et donc, à un moment, ton syndrome de l'imposture ou ton complexe s'effrite parce que je dis pas... recul, quoi. Oui, exactement. Voilà. Si on revient donc à Matignon, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher là, chez toi ? Alors, la vérité, c'est que je suis rentré par la fenêtre, comme d'habitude.
Et au départ, c'est pas mon rôle premier. Mon rôle premier, je viens sur la com du Premier ministre. Le hasard fait qu'il y a un premier déplacement du Premier ministre, tout début, où on arrive à Matignon, à Buenos Aires pour la cérémonie d'investiture de Cristina Kirchner. Et en réalité, c'est une discussion avec les chefs d'État et de gouvernement sud-américains pour avancer sur la libération d'Ingrid Betancourt qui a été promise par le président de la République pendant la campagne. Et je fais partie de l'équipe, on est 2 avec le chef de cabinet adjoint, à organiser ce déplacement. Et moi sur les aspects d'image et de communication. Tu vois, je reviens à ce que je faisais au tout départ pour les artistes. Et je vais faire ça pendant 2 ans et demi. Mais très vite, je fais la même chose que je fais partout ailleurs, où j'ai fait jusque-là. Je déborde. Les bonnes vieilles recettes, ça fonctionne. Ouais. Et donc, je déborde sur un truc très simple, c'est que à l'époque, on n'imagine pas, mais il y a aucune communication digitale. Ça n'existe pas. Il y a rien. Il n'y a pas de site internet, il y a rien. Et pourtant, le monde est en train de se transformer. Il y a les premiers smartphones Nokia qui font un peu de la vidéo, de la photo, peut-être même pas de la vidéo à l'époque, de la photo. Tout ça de la vidéo. Tout ça quand même est en train de bouger. Et donc je déborde sur cette partie-là. Et je commence à prendre toute la communication du Premier ministre et du gouvernement sur le digital. Je crée gouvernement.fr et je crée la dynamique pour créer toute la toile gouvernementale en ligne. Et je dis, il faut que ça devienne des médias. Ça paraît évident aujourd'hui, encore que même d'ailleurs, mais il n'y a pas de réseaux sociaux, tout ça n'existe pas encore. Et je dis en fait, le meilleur moyen de s'assurer que le message qu'on veut faire passer est le bon, c'est pas de passer par un intermédiaire, c'est de le faire nous-mêmes. Ouais. Et donc on va créer les médias. Et donc je mets en place les moyens pour que gouvernement.fr, que je crée, et les autres deviennent leurs propres médias. Juste avant, il y avait un truc qui s'appelait premier-ministre.gouv.fr. Il fallait un arrêté du Premier ministre pour changer une info au-dessus. Tu vois, voilà. Et moi, je passe à un truc où on fait tout en direct. Il y a des équipes qui suivent, qui font de la vidéo, on monte et on crée un vrai média live, quoi. Tu as dit tu mets en place les moyens pour créer ce média. Ouais. Quels sont ces moyens ? Alors, il y a... En fait, on connaît très mal la fonction de Premier ministre en France parce que tout le monde est hypnotisé par le président de la République, mais c'est une fonction fondamentale et dont beaucoup de services dépendent très directement, dont un qui s'appelle le service d'information du gouvernement, qui est l'espèce de gigantesque direction de la communication gouvernementale. Il y a des équipes qui bossent sur toutes les grandes campagnes, sécurité routière, de santé, etc. Et je crée ex nihilo une équipe digitale qui va créer et alimenter gouvernement.fr. Et on recrute un caméraman, des rédacteurs, etc. Et tu vois, tu crées complètement ton média. Exactement. Ouais. Et après, je vais continuer. Et là, vraiment sur la transformation digitale de l'État, c'est-à-dire 2 choses. Créer le service aux citoyens qu'on connaît aujourd'hui pour refaire tes papiers, payer tes impôts, etc. Et puis, un truc très important pour moi, qui a été une vraie bataille générationnelle et culturelle, avec des alliés très, très importants, dont Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque, qui est évidemment ultra brillante, ultra smart, visionnaire et complètement au soutien.
de comment on se sert, parce que ça c'est ma culture, comment on se sert du digital pour permettre aux citoyens de contribuer à l'élaboration des politiques publiques et de renverser le paradigme et de ne pas être dans une société complètement top-down, complètement pyramidale, très française, monarchique, mais d'utiliser le digital pour qu'on puisse co-construire, élaborer les politiques publiques, et on le fait sur le Grenelle de l'environnement, et puis on va continuer à le faire sur plein d'autres sujets, jusqu'à Etalab, qui est vraiment pour moi, intellectuellement en tout cas, le point de rupture absolu. Tu peux nous en dire plus sur Etalab, pas? En fait, on a fait un voyage d'études aux États-Unis à l'époque, et je découvre, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein, je sais pas, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu parler de ce qu'on appelle l'open data, qui est resté d'ailleurs un concept très obscur pour tout le monde, parce que assez technique et parce que très contre-culturel en France. Et je découvre que Barack Obama et les équipes de Barack Obama à Chicago ont fait ça, et ensuite qu'il l'a institutionnalisé à Washington et à la Maison-Blanche comme une politique publique extrêmement importante, qui est de faire la transparence absolue, totale, sur le fonctionnement des institutions publiques grâce au digital, en mettant tout simplement en ligne toutes les informations publiques, en les rendant accessibles et compréhensibles par le grand public. À Chicago, à l'époque, à chaque fois que l'administration municipale achète une gomme, dépense $1, c'est sur un site internet. Voilà. Et je trouve ça dingue. Je me dis, c'est ça qui va restaurer nos démocraties. Ouais. Et c'est ça qui va permettre de recréer le lien de confiance entre le citoyen et ceux qui les représentent et qui dirigent les institutions. Ça me rend fou. Je trouve ça... Mais vraiment, je dis, c'est absolument... C'est une révolution complète. Donc je rentre à Paris. Je vends ça... Je n'ai pas besoin de le vendre au Premier ministre, qui lui est archi convaincu par ces sujets. D'ailleurs, si je suis là, c'est parce qu'il est archi convaincu par ces sujets. Bon, c'est bien le seul. Mais... Et donc, je me dis, il faut absolument qu'on fasse ça en France. Je me rends compte qu'il y a un bout d'embryon d'ersatz de ça quelque part, parce qu'en fait, l'Europe a écrit une directive européenne qui permet à tout citoyen d'avoir accès à ce qu'on appelle à l'information publique, mais qu'évidemment, c'est absolument pas appliqué. Et qu'on a inventé un truc génial en France, c'est qu'on a confié à une espèce d'administration à Bercy le fait de pouvoir vendre les informations publiques aux citoyens. Ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'est ce pays. Non seulement on ne respecte pas la loi, puisque mais alors en plus, on a créé un organisme, on paye des gens, tout ça, qui va faire tout ce qu'il faut pour que jamais le citoyen ne puisse avoir accès à ce à quoi il a le droit d'avoir accès. Et que si jamais il était tenté de le faire, en plus on puisse lui piquer un peu de pognon au passage, ce qui est quand même absolument génial. Voilà, ça s'appelait l'API, l'Agence pour le patrimoine immatériel. Je me doutais quand tu as commencé que ça allait être ironique, le côté on a fait ça. Voilà. Et je me suis dit, il faut péter tout ça. Et donc, c'est comme ça que je suis allé voir le Premier ministre et son directeur de cabinet. Et j'ai dit, moi, je voudrais faire ça. Et ils m'ont dit, OK. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Etalab, en fait. Donc, c'était fournir toute la donnée publique C'était... oui, mais ouais. c'est la donnée publique brute, c'est inexploitable. C'est incompréhensible et c'est inexploitable. Donc, c'était de créer un site internet, une plateforme digitale, dans laquelle on rendait accessible, donc techniquement c'est assez complexe,
toutes les informations publiques, donc déjà, il faut les collecter, donc déjà, il faut qu'on te les donne, dans des formats qui sont compréhensibles et réutilisables. Réutilisables par les journalistes, réutilisables par les associations, réutilisables par tous les gens qui sont intéressés par ces informations pour ensuite les rendre lisibles aux citoyens. Évidemment, accessibles directement par le citoyen, mais souvent peu exploitable par le citoyen lui-même. Quel est le regard que tu portes dessus aujourd'hui ? À la fois, ça a été extraordinaire comme expérience, parce que quand tu es à... Alors, il y a des périodes politiques différentes, on a parfois une mémoire assez courte, et puis on ne connaît pas très bien le fonctionnement des institutions dans notre pays, malheureusement, mais être à Matignon à ce niveau-là, avec ce niveau-là de liberté, en fait, et de responsabilité, c'est un truc... J'avais 30 ans, hein, donc j'ai fait ça de 30 à 35 ans. Et pendant 5 ans, ce qui n'existe pas, hein, puisqu'il n'y a eu que 2 premiers ministres qui sont restés 5 ans à Matignon, déjà, donc l'histoire de la Ve République, et puis dans les collaborateurs, il y en a très peu qui sont restés plus d'1 an et demi ou 2 ans. C'est absolument dingue. Ça, c'est ta vie avec une bande en noir en haut et en bas, comme Hollywood. Enfin, tu vois, c'est un film, donc tu fais des trucs en termes d'adrénaline, tu vois, de dopamine, c'est assez dément. Ensuite, en fait, tu apprends... c'est tellement de choses. Je ne sais même pas comment faire la liste, mais en termes d'abord, je travaillais avec des gens qui étaient d'un professionnalisme et d'une rigueur extrême. Des gens extrêmement brillants. Tu es avec un niveau de... On dit souvent, on émet souvent énormément de critiques sur qui sont nos élites administratives ou politiques, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que ce sont souvent des cerveaux absolument phénoménaux, qui vont à une vitesse phénoménale et qui ont une forme de culture absolument incroyable. Donc ça m'a mis à un niveau d'upgrade de mon propre operating system qui est absolument dingue. Ils ont des défauts par ailleurs, ils sont hors sol ou déconnectés parfois de l'autre partie de la vie qui n'est pas la vie étatique, mais par ailleurs, moi j'ai travaillé avec des gens... En termes de puissance intellectuelle. En tout cas, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens d'une puissance intellectuelle extraordinaire, d'une rigueur extraordinaire. Et donc, j'ai appris en termes il faut se souvenir, hein, je ne parle pas de ce qui s'est passé après, peu importe, mais les 5 ans de ce Premier ministre-là à Matignon, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de fait. Hein. Et 5 ans, c'est long. Et chacun pourra aller regarder tu vois, les passages d'autres. C'était des gens qui étaient d'une rigueur extrême, d'un professionnalisme incroyable. C'est en termes d'apprentissage, tu vois, de gérer des choses à un niveau qui est quand même où... Je vais te donner un exemple. Quelques jours après qu'on arrive, il y avait à l'époque des membres de cabinet qui utilisaient des BlackBerry. Et BlackBerry, c'était une technologie canadienne avec des serveurs qui n'étaient pas très loin de certaines institutions américaines dont le métier est plutôt d'écouter. Voilà. Bref, et donc là, on a dit, à un moment, BlackBerry fini, c'est interdit les BlackBerry, on n'utilise plus de BlackBerry quand on a des postes sensibles au gouvernement. À l'époque, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça encore ou pas, mais à l'époque, à Matignon, à l'Élysée et à Matignon, il y avait, comme dans The West Wing, tu as une salle de presse et tu as un pool de journalistes qui suit en permanence le président de la République et le Premier ministre, et qui sont là tout le temps, physiquement, dans l'hôtel Matignon. Mon bureau était au-dessus, et donc mon job, là, ce jour-là, à cette heure-là, je descends pour aller dire au pool de journalistes, donc à l'AFP, à Reuters, tout ça, etc., c'est interdit. Maintenant, on arrête BlackBerry. C'est un danger. C'est une faille de sécurité. 5 minutes après, 10 minutes après, je sais pas, un quart d'heure, bref, que la dépêche Reuters soit sortie, le cours de BlackBerry baisse. C'est ça ton impact potentiel quand tu es à cet endroit-là. Donc je peux te dire que tu as intérêt à prendre une très 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 grande rigueur dans le détail pour jamais faire de conneries.
Donc ça, ça te met à un niveau où tu peux gérer n'importe quoi derrière après. Tu pars avec le Premier ministre. Tu y serais encore, en fait, si tu avais pu. Ouais. C'est sûr qu'en termes de quête de sens Exactement. dans ton job, tu peux difficilement trouver... C'est pas une histoire de pouvoir, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas tout ça, on s'en fout. C'est tu as le sentiment, parfois c'est parfois c'est faux, parfois c'est vrai, mais d'avoir les mains sur les manettes de commande de l'avion, quoi. Mais pour des bonnes raisons, sur des vrais sujets. Enfin, je veux dire, tu te bats quotidiennement pour essayer d'aller dans la bonne direction. Donc oui, si on te dit bah vas-y mec, tu peux rester toute ta vie, c'est toi qui dirige le pays, tu restes évidemment. Donc t'en sors éprouvé quand même. C'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué parce que va retrouver quelque chose qui a le même niveau de sens et d'intérêt et d'intensité derrière, ça n'existe pas. Sauf à des niveaux, j'allais dire, de responsabilité dans le privé. Qui sont... Directeur de la strate, patron, enfin je veux dire, les choses, il faut aller loin. Et puis en plus dans des secteurs stratégiques, je sais pas, l'énergie, la défense. Là. Ouais, ou en tout cas, être le patron d'une très 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 grosse boîte avec beaucoup beaucoup de gens sous ta responsabilité et puis qui a un impact sur la société qui est important. Enfin, retrouver le même niveau de sens, d'adrénaline, d'intensité, ouais, c'est très compliqué derrière. Donc l'entrepreneuriat devient en fait une solution. Ce qui se passe, c'est que quand tu pars, parce que dès que tu parles de l'Élysée de Matignon, tout de suite les gens d'abord fantasment et ensuite t'étiquettent d'un côté ou d'un autre. Politiquement, tu veux dire. Ouais, exactement. Ouais. Je te mets au défi, sur la base de notre conversation là, et qui que ce soit, de me classer. Pour autant, je viens de te raconter 5 ans. Okay. Sauf que quand tu sors de ce truc-là, pote, c'est même pas que tu as une étiquette, c'est que tu as une espèce de gyrophare sur le crâne. On t'a mis à un endroit. Et moi, on m'avait mis dans le truc, tu vois, Sarko, Fillon, machin. Et c'est l'alternance. Et dans ce pays, quand c'est l'alternance, tout le monde change de trottoir. Donc pendant 1 an, je suis persona non grata partout. On traversait du désert. Ouais. Total. Et t'es fiché. Dis-lui, jamais tu le... C'est un proche de Fillon. Tu dis au revoir. Donc ça a été très compliqué parce que le sectarisme n'est pas dans mon mode de pensée. Moi, j'ai une culture même très anglo-saxonne, même très américaine de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je suis un amoureux de la liberté, je suis un amoureux de la liberté de penser, et je suis d'abord un amoureux de la liberté de penser des autres. Donc le fait qu'on te dise, alors que tu t'es battu comme un chien pendant 5 ans pour faire des choses que tu penses être des choses qui sont justes, et de toi à moi, et Talab et data.gouv.fr, qui était le point d'orgue et la fin de mon passage, avait été totalement œcuménique. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec toutes les associations militantes qui ne sont pas spécialement tu vois, classées à droite, hein. Au contraire. Et je m'entendais par exemple extrêmement bien avec Jean-Louis Missika, qui avait été un des premiers à s'intéresser au sujet quand lui-même était à Matignon avec Lionel Jospin des années auparavant. Et on était tout à fait en phase l'un et l'autre. On ne peut pas dire qu'on était vraiment... voilà. Et donc je ne comprenais pas. Mais je pouvais aller nulle part. Et je ne pouvais rien faire. Et on me l'a dit, enfin c'est très concret, hein. Tu rencontres des gens, on dit ah oui, c'est formidable ce que vous avez fait, vous êtes vraiment super, c'est vraiment, on vous aime beaucoup, mais là, vous comprenez bien que compte tenu des circonstances, on ne peut pas travailler avec vous. Ok. Parfait. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. À nouveau, c'est Yannick Bolloré qui m'a dit, et ça n'avait rien à voir avec ce que immédiatement tout le monde va imaginer, et ce que tout le monde a imaginé à l'époque, évidemment. C'est Yannick Bolloré qui m'a dit, moi, il devenait CEO d'Havas, il fallait digitaliser Havas, et il m'a dit, viens bosser avec moi, viens me donner un coup de main. En fait, la com, le média, le digital, c'est le fil rouge. Le média, oui, clairement. C'est le fil rouge de ton parcours. Ouais, complètement. Ouais. Et il me dit, écoute, voilà,
Il y a plusieurs sujets. Il y a la vidéo, le mobile, la out of home. Comme ça, on avait fait une petite liste sur un coin de bureau. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et puis il y a le social. Et moi, je dis, en fait, le mobile, c'est un device. La vidéo, c'est un contenu. La out of home, je ne sais pas ce que c'est. Mais le social, je pense que c'est ce qui va se passer. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce que moi, j'ai eu la chance de travailler. Il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, mais tu sais, on avait organisé le IG8 Forum à Paris. On avait fait venir Mark Zuckerberg, etc., etc., etc. Et je travaillais de manière très proche avec les gens de Facebook et Twitter à l'époque, qui cherchaient à s'institutionnaliser auprès des gouvernements européens, etc. Et je dis, les sociales, c'est là que ça va se passer. Et il m'a dit, ok. Installe-toi où tu veux et en gros, fais ce que tu veux. J'avais pas un job, tu vois. C'était de l'intrapreneuriat pur, vraiment. Vas-y. Voilà. Et je savais pas ce que je faisais. Hein. Je savais pas. Je me suis retrouvé un matin dans un bureau sans fenêtre à Puteaux. J'avais aucune idée de pourquoi j'étais là en vrai. Mais l'idée, c'était de faire un truc sur le social. Encore une rencontre. Ouais, plusieurs, parce que c'est plusieurs. Enfin, ça a été plusieurs rencontres qui. Mais oui, c'est clairement. Et ça, c'est devenu un truc dingue. C'est devenu un truc dingue. On était en quelle année là? On est en 2013. Explosion du sujet. En fait, t'as Zuckerberg qui vient de recruter Sandberg. Sheryl Sandberg, pour passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. Voilà. Et moi, je démarre ce truc-là. Et en fait, donc, Yannick et un des bras droits de Vincent Bolloré me disent, voilà, écoute, on est en septembre, prends ton temps, t'as jusqu'à la fin de l'année, comprends ce qu'on fait, le métier. C'était un enfer d'ailleurs au début. Je comprenais absolument rien, pas un mot. Je suis retourné voir Yannick en novembre, je crois. Et je lui ai dit, écoute, mec, j'ai rencontré tous les gens de la boîte. Je ne comprends pas ce qu'ils me racontent. Parce qu'ils parlaient chinois, parce que c'est un métier où tu inventes un langage hyper technique avec des acronymes dans tous les sens, avec des trucs pour que personne ne comprenne jamais ce que tu fais, ce qui est un métier pas très compliqué en vrai, hein. Pardon à ceux qui le font. Tu peux le faire avec beaucoup de talent, et ils ont beaucoup de talent, mais pendant des années, on a cru dans ces entreprises que c'était bien que personne ne comprenne ce que tu faisais, parce que comme ça, tu créais, je sais pas, une espèce de mystère qui donnait encore plus de valeur à ce que tu faisais. Tu mets ta barrière à l'entrée, quoi. Ouais, tu mets une fausse barrière à l'entrée. Exactement. Ouais. Je comprenais rien à ce que les mecs me racontaient. Et je me disais, je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Et puis j'ai démarré la boîte, un ersatz de boîte en janvier 2014, et on a fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Dont la promesse de cette boîte était? On achète. Alors aujourd'hui, on connaît ça, c'est ce qu'on appelle de l'achat programmatique, du real-time bidding sur les marketplaces des réseaux sociaux. Tu achètes de l'audience pour que de la publicité apparaisse dans le feed d'un utilisateur pour les marques. Donc c'est ça, mais au début, c'est le balbutiement de ça, et la promesse, c'était de dire, et c'est comme ça que j'ai déplacé des montagnes d'argent, d'investissement publicitaire, ce qui n'existait pas à l'époque chez les annonceurs, c'était de dire, je vais encore me faire des copains, vous dépensez énormément d'argent sur les médias traditionnels, sur la télé notamment, sans jamais avoir la moindre mesure de votre ROI depuis 30 ans. Vous ne savez pas. Et nous, on va vous dire au centime près le résultat de ce que vous dépensez. Et ce qui était le cas, avec un degré de précision phénoménal. Phénoménal. À peu près au même moment où d'autres se saisissent du sujet, tu sais, qui s'appelle Cambridge Analytica, qui se saisissent du sujet pour faire autre chose avec, mais avec une granularité de la donnée qui te permettrait, si tu l'utilisais, ce qui n'était pas le cas complètement à l'époque, ce qu'a fait un peu Cambridge Analytica, de faire de l'analyse comportementale prédictive, de pouvoir dire ce que les gens vont faire, ou limite penser, avant
qu'eux-mêmes ne le fassent ou ne le pensent, compte tenu du niveau de détail de données que tu as sur les gens. Mais ça paraît hallucinant quand on en parle aujourd'hui. Tu vois, j'ai l'impression que l'IA aujourd'hui, tout le monde dit c'est une rupture monstrueuse, ça va transformer les usages. Donc là, tout le monde regarde, je pense. Même ceux qui ont fait Laborial. Oui, mais t'oublies un truc, c'est que ce que tout le monde oublie aujourd'hui, c'est que ça a été un tel changement de paradigme, social et économique, qu'au début, c'était pas... Alors, il faut que tous les gens qui écoutent là oublient la Startup Nation, oublient le digital comme élément super positif, etc. Quand on fait Dailymotion, on est l'ennemi public numéro 1. Moi, mon job chez Dailymotion était très simple. Et c'est là où j'ai une petite fierté d'avoir contribué à la survie de cette entreprise. Ça a été de faire en sorte qu'on ne ferme pas Dailymotion. On recevait un papier, je ne sais plus de quelle couleur c'est, si c'est jaune ou vert, de mise en demeure ou de convocation d'avocats dans les tribunaux. On en recevait 2-3 par jour. On nous menaçait toute la journée de nous tuer et on avait tout ce que la société a d'institutionnel contre nous. On était l'ennemi public numéro 1. Je reviens aux campagnes publicitaires dans Paris avec des gens qui avaient des menottes parce qu'ils avaient téléchargé de la musique gratuitement. Alors oui, c'était pas bien de pas rémunérer les artistes, mais à l'époque, on allait au Midem rencontrer des producteurs de musique dans des chambres d'hôtel. C'est Scarface, hein, des Américains de 130 kilos fumant un cigare dans une suite qui nous demandaient de revenir avec une valise de billets avec 2 millions de dollars dans l'heure qui suivait, sinon ils nous envoyaient en prison. C'était la conversation qu'on avait à l'époque. Donc là, toi, tu fais un fast-forward sur une époque où tout le monde ne parle que de digital parce que c'est l'Eldorado à tout point de vue, de reconnaissance, c'est l'Eldorado économique, c'est l'Eldorado social. Mais moi, ce que j'ai connu, parce que je suis un peu âgé maintenant, c'est une lente transformation de la société et de l'économie qui fait que quand il y a les révolutions, le printemps arabe, Dailymotion est un outil de renversement des dictatures parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès à du contenu sans passer par les canaux officiels. Parce que tout d'un coup, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communiquer directement avec un politique ou avec un dirigeant sans... Enfin, j'aime même pas dire... C'est même pas possible, d'ailleurs, de toute façon. Oui, voilà. Tu vois, en ne pouvant le faire, etc., etc. Donc, au départ, c'est une force de transformation extrêmement positive, de mon point de vue, qui renverse le paradigme de la pyramide occidentale, du pouvoir, de l'argent, tout le monde peut etc. devenir son propre média. Exactement, et ça permet, Dailymotion, ça a permis à des créateurs de produire et de diffuser du contenu qu'ils n'auraient jamais pu faire sans passer par sur les industries culturelles traditionnelles, etc., etc., etc. Donc, sans tout ça, moi, de toute façon, j'aurais pas eu cette vie-là, j'aurais pas eu cette vie professionnelle-là, j'aurais pas eu cette vie-là. Et tu l'as compris, Etalab et data.gouv.fr, c'est pour moi, alors là, c'est vraiment, mon état d'esprit à l'époque, il est très simple. Je suis un gamin avec une trousse à outils dans laquelle il y a des bâtons de TNT, tu sais, comme dans Lucky Luke, et tu vas les mettre dans des petits orifices dans le mur, et tu allumes la mèche. Tu vas tout faire péter. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Je te dis pas que j'ai réussi à tout faire péter, mais en tout cas, d'abord, c'est très satisfaisant de pouvoir le faire. Et ensuite, c'est vraiment ce qui nous amène aujourd'hui où tu as un président de la République qui dit on va être la Startup Nation et tout ça. Mais ok, mais on a juste la mémoire très courte. Il y a moins de 20 ans, le discours, il était exactement à l'opposé. C'est exactement à l'inverse. On est en train de vivre à peu près la même rupture que celle qu'on a eue quand effectivement Internet est arrivé ou que le premier iPhone est arrivé. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ce changement de paradigme, et qui va se prolonger avec l'intelligence artificielle de manière phénoménale, ça a amené à tous
toutes les dérives qu'on connaît. Cambridge Analytica, c'était pas spécialement heureux. La manipulation de scrutins dans des pays démocratiques ou à ambition démocratique, c'est pas spécialement heureux non plus. L'intrusion totale jusqu'à la manipulation des gens et une société de l'information algorithmique qui transforme la pensée de citoyens d'une démocratie en espèce de boucle fermée manipulée par des algorithmes, c'est pas spécialement heureux non plus. L'impact sur le comportement d'une nouvelle génération qui se suicident, vont faire de la chirurgie esthétique à 18 ans, etc., parce que les réseaux sociaux, c'est pas non plus spécialement... C'était pas l'idée de départ. C'était pas l'idée de départ et c'était pas l'enthousiasme et la joie révolutionnaire qui était la mienne. Voilà. Donc il y a toujours un revers à la médaille. C'est là où on apprend, tu vois, avec l'âge et avec... Bon, l'intelligence artificielle, alors je sais pas si tout d'un coup je deviens un vieux con ou si... évidemment que c'est extrêmement... Moi, toute transformation technologique et toute innovation est extrêmement enthousiasmante et excitante. Je commence d'abord par me dire, ouais, génial, on invente quelque chose de nouveau. Mais maintenant, j'ai ajouté une deuxième clé de lecture qui est, ok, mais quel est l'impact profond et qu'est-ce qu'on doit mesurer et ce à quoi on doit faire attention. Pas du tout dans l'esprit, je le dis immédiatement parce que c'est aussi le sujet du moment, de se dire il faut devenir uniquement des régulateurs, ça n'a aucun sens. On s'est abîmé terriblement en Europe à tuer l'économie de l'innovation et à laisser les Américains être le pays de l'innovation, là où nous, on est le pays de le marché de la régulation, de la réglementation, ce qui est une folie furieuse. Il n'y a pas de sujet. L'innovation, c'est la jeunesse de la civilisation. Et quand on est plus jeune, on est vieux, et quand on est vieux, on meurt. Voilà. Et c'est pour ça que les Américains restent jeunes, c'est c'est pour ça que les Américains d'ailleurs ont inventé le transhumanisme et pensent qu'ils peuvent devenir immortels et qu'ils vont être immortels, c'est parce que dans leur culture et dans leur imaginaire et dans leur façon d'innover et d'entreprendre, ils sont éternellement jeunes. Il y a un lien entre les deux. Nous, c'est pas le cas. L'intelligence artificielle, elle va transformer profondément nos sociétés. Elle a déjà commencé à remplacer les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, elle a déjà mis des gens au rencard, ou en tout cas, elle a déjà remplacé des gens. Et c'est le chemin qu'elle est en train de prendre, et je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Et donc, la question, ça va être comment l'être humain rentre en compétition avec sa propre invention qui va le dépasser. Il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Aucun doute. Et donc, on va vers des scénarios Tu crois aux théories de la super-intelligence? Bien sûr. Ouais. On va vers des scénarios de science-fiction qui sont, d'ailleurs, se sont tous toujours prouvés vrais dans le passé. Et on va être en compétition avec notre propre création. Le problème, c'est qu'on est plus lent à faire évoluer nos sociétés et à l'homme dans son individualité qu'à innover et à créer. Donc la question, c'est comment on va faire pour que ça ne crée pas de formidables injustices et que ça ne fasse pas beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et qu'on n'aille pas vers une société où les ultra-riches et j'allais dire, pour revenir à mon analogie, les ultra-jeunes, les ultra-innovants, deviennent une super élite qui laisse complètement la grande majorité du reste de l'humanité sur le carreau
parce qu'elle n'aura pas été capable de suivre. Quel est l'après, en fait? La première chose, c'est qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, et si jamais on se revoit, on en reparlera, qui sont les échecs, parce que là, on raconte ça comme si... Ouais, je sais, et à chaque fois, je pose des questions. Du surf tranquille sur une vague, et que c'était... Moi, je me suis pris un nombre de gamelles et de baffes que voilà, et violentes. Et j'ai traversé des moments très, très difficiles. Donc tout n'a pas été rose et rien n'a été facile. Ta question, c'est très difficile d'y répondre. J'ai appris au fur et à mesure des années le prix de la liberté. Je reviens toujours à ce sujet-là, qui est colossal. Alors on n'est jamais complètement libre, parce que celui qui est totalement libre, c'est celui qui est dénué de tout besoin matériel, donc qui est assis sur un rocher en marge du système. Voilà, et à qui les gens apportent à boire et à manger le matin, et qui ne fait que se rapprocher de la sagesse, tu vois, comme les différents philosophes qui se sont succédés ont tenté de nous apprendre le modèle. Donc j'en suis assez loin, mais quand même, la liberté, ça a un prix gigantesque. Moi, ma quête principale, c'est de la préserver jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, au maximum. Parce que ça permet de préserver beaucoup de choses pour soi-même, dans son intégrité, de pensée, de choix, d'éthique, de beaucoup de choses. Donc ça, c'est fondamental pour moi. Et ensuite, quand tu as eu la chance de connaître ces différentes expériences, quand tu as la chance de parfois avoir un peu de temps pour t'intéresser aussi à d'autres choses, j'ai essayé de me plonger dans ce qui est un sujet important pour nous tous, qui est notre propre métaphysique, et donc de rattraper ce que je n'avais pas fait à l'école, ou d'ailleurs ce que je crois qu'on ne fait pas vraiment complètement, mais ce qu'on appelle la philosophie, et de le faire de la même manière que je le faisais pour la musique au tout début, tu vois, par moi-même. Il y a un moment, il faut que tu arrives à... Donc avec ta liste de... Ouais, voilà. Exactement. Ouais. J'ai une liste dans mon téléphone de livres, auteurs... Exactement. Qu'il faut savoir. Exactement. C'est marrant. Exactement. T'es comme ça sur tous les sujets, en fait, que t'abordes ? Tout. Mais vraiment tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Quand il y a un sujet que tu connais pas, que tu maîtrises pas, tu le creuses comme ça. Je peux y passer 3 ans. Ouais. Sur un seul sujet. Et tu arrives à faire plusieurs sujets en même temps ? Oui, j'arrive à faire plusieurs sujets en même temps, parce que tu as des sujets de vie qui sont différents. Donc si tu te passionnes pour ta santé, par exemple, tu vas creuser le sujet de la santé, ce qui va être, j'espère, un de mes prochains sujets de business, en même temps que tu continues ta quête philosophique et métaphysique. Enfin, tu vois, tu peux arriver à faire un peu les deux en même temps. Donc tu as toujours 3-4 bouquins ou sources de lecture différentes. Et même sur la méthode, tu vas dans ma bibliothèque, tous les livres que j'ai lus, ils sont à 1 centimètre de recul par rapport au mur du fond, parce qu'il y a des petits onglets en plastique, tu sais, et des centaines dedans, sur toutes les pages qui sont stabilotées ou sur lesquelles j'ai pris des notes. Donc on sait tout de suite si je les ai lus ou si je les ai pas lus. Donc c'est de continuer de rester libre, et de continuer à trouver du sens, et du coup de s'amuser, si c'est possible, dans la vie professionnelle, pour que ça reste, à ce qu'à la fin on est, pardon, je ne vais pas plomber là, mais à la fin on est tous morts, hein, donc il faut quand même essayer de se marrer le plus possible. Alors du coup, pour pas rester sur ça, je vais t'en poser une dernière, mais que je trouve, tu vois, sur le temps, et la gestion du temps. J'espère ne pas avoir donné un seul conseil pendant toute notre conversation. Je ne crois pas l'avoir fait. Je le fais jamais. Ouais. J'ai horreur de ça. Je trouve que ça n'a pas de sens. On est tous différents. On a tous des vies différentes. Et je me permettrai jamais. Il peut m'être arrivé d'être arrogant dans ma vie par manque de maturité, mais ça aujourd'hui, je fais pas ça.
Et je dois dire que ça m'agace quand je l'entends. Ouais. Les gens qui te donnent, Je conseille de... Ouais, les recettes, les trucs, ça n'existe pas. Il y a pas de... Ça n'existe pas. Non, ce qui est très dur, en fait, je pense, pour chacun d'entre nous, en tout cas, c'est très dur pour moi, c'est d'arriver à garder quelque chose de linéaire parce que tu es, quoi qu'il arrive, à la merci de ton quotidien et du niveau d'énergie ou d'intensité que ton quotidien t'apporte qui n'est jamais le même. Il y a des moments de ma vie où, tu l'as dit, où je dormais 3 heures par nuit, 4 heures par nuit, c'était pas grave, j'étais jeune et voilà, j'étais tenu par... voilà. Et puis il y a des moments où en fait tu pourrais être attiré à ne rien faire du tout parce qu'il ne se passe plus rien dans ta vie. Moi j'ai traversé des moments dans ma vie où il ne se passait plus rien, zéro. Plus personne ne t'appelle, plus personne ne te parle, tu n'as plus de rendez-vous, tu ne vois plus personne, où tout le monde t'a totalement oublié et il ne se passe plus rien. Et c'est là où il faut arriver à trouver l'énergie qui fait que tu continues à remplir tes journées, non pas pour les remplir, mais à créer de l'énergie et de l'intelligence pour toi, pour continuer à construire. C'est ça qui est dur. Et je sais que tout le monde, beaucoup de gens ont vécu ça. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça, et tant mieux pour eux, et je leur souhaite que ça ne leur arrive jamais. Des gens qui ont eu quelque chose de très linéaire, quel que soit le niveau d'intensité. Il y a des gens qui ont des vies très linéaires, à très haute intensité, et des gens à moyenne intensité. Voilà. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est vraiment dur. C'est que quand tu as une vie comme la mienne qui est assez, comment dirais-je, pas chaotique, mais pas linéaire en tout cas. Ça vraiment pas, parce que c'est intrinsèque à ce que je suis et à comment je suis arrivé dans la vie et à mon parcours, parce qu'on m'a pas, j'ai jamais été sur un rail, donc voilà. C'est ça qui est dur. C'est d'arriver à maintenir un niveau de fréquence correct sans tomber dans un trou. En gérant les hauts, les pics d'intensité et puis les redescentes. Exactement. Merci beaucoup Séverin d'avoir passé. Je pense qu'effectivement on fera assez vite un deuxième épisode. Puis tu as mentionné que tu avais d'autres idées de business et donc j'espère qu'on pourra très vite en reparler. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Séverin. Salut Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.